On va parler d'accessibilité. L'accessibilité, c'est pour les handicaps, tout type de handicap. Nos intervenants vont vous raconter tout ça. On fera 2 interventions solo, d'abord de Louis, qui est chez Advisory en mission dans les URSAF, et Céline Rouquier, qui est chez Deezer et qui est Product Designer. Louis, Product Manager, Céline, Product Designer. Chacun va nous raconter un peu leur vécu, leur expérience sur l'accessibilité, et on passera en mode table ronde. On a déjà quelques questions en tête à communiquer, à faire un petit peu tous ensemble, et on prendra vos questions, donc n'hésitez pas, soyez inspirants. On a hâte de répondre à ce à quoi vous attendez. Claire, j'en profite pour les résultats du sondage. Merci beaucoup d'avoir participé. On a 47 votes sur les 72 arrivés, donc n'hésitez pas pour les autres à compléter en cours de route. Quand même, on est à peu près à 28-27% entre PO, PM et Lead PM. Des product designers, pareil, 13 personnes product designers, et puis des développeurs et développeuses. Head of Product 6 pour l'instant. Enfin, voilà, n'hésitez pas, c'est le premier sondage et on verra à la fin du talk, on refera un tour là-dessus. Super, on voit la richesse de nos participants et ça, c'est cool. Du coup, je vais introduire Louis. Donc, Louis est Product Manager chez Advisory. Bienvenue, Louis. Louis, ta mission, c'est d'accompagner. Donc, Advisory, c'est une entreprise de consulting en product management. Et donc, tu es actuellement en mission dans l'écosystème des URSAF, m'a-t-on dit, pas au singulier, mais au pluriel. Tu accrois évidemment, comme tous les gens qui font de l'accessibilité, les tests avec les lecteurs d'écran et les audiodescriptions. En effet, c'est long et c'est plutôt pénible, mais il faut s'y faire et c'est le prix à payer pour inclure tout le monde. Ton challenge, faire de l'accessibilité un réflexe à toutes les étapes du projet. Comme je te comprends, c'est difficile d'engager ce réflexe dans les équipes. D'ailleurs, donc ton équipe à l'URSSAF, c'est 10 collaborateurs, dont 4 développeurs, 3 personnes au produit et au design. Un équilibre qui me semble assez parfait. Louis, je te donne la parole. C'est parti pour ton intervention solo. On t'écoute religieusement. Merci beaucoup Claire et bonjour à tous. Je voulais commencer par faire un peu une mise en contexte sur la notion d'accessibilité et de handicap. Aujourd'hui, le handicap en France, c'est 10 millions de citoyens qui sont concernés et dont 80% sont concernés par un handicap qu'on dit invisible. Sur ces 10 millions, il y en a 5,2 millions qui sont des personnes concernées par un handicap auditif, 2,3 millions qui sont à mobilité réduite, 1,7 million qui sont des personnes concernées par un handicap visuel et enfin environ 700 000 personnes concernées par un handicap mental. Aujourd'hui, pour définir un peu le handicap, on peut le définir comme étant la perte ou la restriction des possibilités de participer à la vie de la collectivité en égalité avec les autres. C'est donc une interaction entre des facteurs individuels, donc les déficiences sensorielles, cognitives, motrices, et des facteurs environnementaux. On distingue 3 grands types de handicaps, les handicaps permanents, temporaires et situationnels, dans 4, on pourrait dire 4 grands axes, donc le toucher, la vue, l'écoute et la parole. Donc en fait, les handicaps permanents, c'est la cécité, la surdité, des personnes à qui il pourrait manquer un bras par exemple. Les handicaps temporaires qui sont un peu plus proches de vous et moi, ce sont quelqu'un qui a un bras cassé, quelqu'un qui vient de se faire opérer de la cataracte ou une laryngite par exemple. Et enfin situationnel, et là ça peut nous arriver, c'est peut-être même ça vous arrive peut-être demain, c'est avoir un jeune parent avec un enfant dans un bras qui a du coup une seule main pour naviguer sur son ordinateur. Ça peut être un barman qui a beaucoup de bruit autour de lui, qui donc ne perçoit pas les choses comme vous et moi, ou quelqu'un qui a un fort accent, qui donc peut être un handicap situationnel dans certaines situations. Donc, pour toutes ces personnes-là, on va parler d'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, qu'est-ce que c'est? C'est faire en sorte que les services, les applications et les produits numériques soient utilisables par tous et indépendamment de la déficience. C'est aussi utiliser le numérique comme moyen de compensation de la déficience pour faciliter les gestes de la vie quotidienne. Notamment, par exemple, on a vu des personnes qui peuvent être malvoyantes ou aveugles poser des puces NFC sur leur machine à laver pour faire vocaliser le programme sur lequel le bouton est. Ça peut être aussi un thermomètre parlant pour vérifier la cuisson d'une viande, par exemple. Voilà comment on fait pour compenser la déficience et faciliter les gestes de la vie quotidienne. Pour le premier pan, qui est donc de rendre les services accessibles à tous, on a des technologies d'assistance. Ce sont des outils de compensation
qui permettent de réduire l'impact des déficiences. Alors, vous connaissez peut-être les lecteurs d'écran, ne serait-ce que si vous les avez malencontreusement activé sur votre téléphone ou votre ordinateur sans réussir à l'éteindre un jour, mais il y en a finalement beaucoup des outils de compensation. On a des afficheurs braille, du eye tracking, du pilotage à la voix et parfois aussi des contacteurs qui sont des technologies d'assistance qui permettent aux personnes qui sont concernées par un handicap moteur de pouvoir naviguer sur une page web grâce au souffle, à la pression de la mâchoire par exemple ou aux mains. Notre travail aujourd'hui, c'est faire en sorte que ce soit compatible avec ces technologies, que les services soient compatibles. Et pour que ce soit compatible et ne pas avoir à faire le test sur chacune des technologies, il faut utiliser des standards. Ces standards, on peut les trouver dans des checklists, notamment le RGA, le référentiel général de l'amélioration de l'accessibilité. Le RGA, il est proposé par la direction du numérique et aujourd'hui, c'est une norme pour les organismes publics, par exemple. Et en fait, c'est composé en deux choses. La première, c'est les obligations qu'ont les entreprises vis-à-vis de l'accessibilité numérique. Et la deuxième partie, c'est des critères de test pour vérifier que son produit est accessible ou non. On a aussi la checklist PIDILA qui, elle, va plutôt agréger plusieurs checklists qui contient à la fois le RGA, mais aussi la loi informatique et liberté, des bonnes pratiques du web comme Opquast. Et toutes ces checklists vous permettent de gagner du temps, d'avoir un référentiel qui est commun et de faire un audit sur des critères qui sont objectifs. Et pour répondre à ces critères, on a des outils qui existent et qui permettent vraiment d'identifier là où des correctifs peuvent avoir lieu. On a l'inspecteur d'éléments avec l'onglet accessibilité sur Firefox, par exemple, quelques outils en ligne, des extensions de navigateur. Je vous ai d'ailleurs mis deux captures d'écran. Celle de gauche, c'est une extension qui permet de vérifier sur une page web donnée si les contrastes sont bons. Et la deuxième, c'est une capture qui permet, c'est une extension qui permet de vérifier si les titres des sections sont organisés dans le bon ordre, parce que c'est ça qui va être restitué à la personne malvoyante. Et donc voilà, c'est assez important de l'avoir. Un dernier outil, c'est les lecteurs d'écran, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir se rendre compte de ce qu'un utilisateur aveugle ou malvoyant perçoit de notre site. Chloé vous envoie d'ailleurs sur le chat une petite liste que j'ai pu faire et que j'utilise aujourd'hui. Donc, je vais vous parler un peu plus de mon projet à l'URSSAF Caisse Nationale, donc anciennement ACOS. Donc, faut savoir que je suis arrivé en mai dernier à l'URSSAF Caisse Nationale et je suis monté sur plusieurs projets, mais notamment sur donc le projet accessibilité et de mise en conformité des sites. Quand je parle de mise en conformité, je parle du cadre réglementaire. En fait, on met en conformité par rapport à ce cadre réglementaire qui, en fait, dit que depuis le 23 septembre 2020, tous les sites internet et intranet et extranet des collectivités et organismes publics doivent être accessibles aux personnes handicapées. Ça vient compléter la loi handicap et la loi pour une république numérique. Et c'est dans ce cadre-là que, côté URSSAF national, on met en place du coup l'accessibilité et les mises en conformité. Concrètement, comment ça se passe une mise en conformité? On fait appel à une agence externe qui fait un audit de conformité. Donc, elle vient sur le site, sur un échantillon de pages qu'on lui a fourni, qui doit être représentatif du site, et elle vient, grâce au RGA dont je parlais tout à l'heure, au référentiel, voir sur quels critères nous ne sommes pas accessibles et nous ne sommes pas conformes. À la suite de cela, on affiche le taux d'accessibilité post-audit. Faut savoir que par défaut, sans audit, le taux de conformité, le taux d'accessibilité, il est à 0%. Le site est considéré comme non conforme. À la suite de ça, on priorise les correctifs, on design, on développe, comme on le fait d'habitude dans n'importe quel autre projet. Et une fois qu'on pense qu'on a réussi à adresser tous les sujets et tous les correctifs qui nous ont été remontés, on va mettre en prod et on va demander un audit de contrôle à la même agence qui nous a fait l'audit de conformité. À la suite de ça, ça nous confirme si oui ou non on est à 100% d'accessibilité et donc à une accessibilité totalement conforme. Au quotidien, ce que ça change, c'est que l'accessibilité, ça devient une partie intégrante des réflexions design.
Aujourd'hui, toutes les maquettes qui sortent du studio UX/UI en interne, il va être vraiment validé par un expert accessibilité en interne, qui va vraiment s'assurer que avant que ça aille en développement, dès la phase de product design, on est OK et on est conforme. Et ça vient aussi vraiment créer de nouveaux réflexes sur l'organisation des projets. Donc, dans ma direction, donc la direction de l'innovation et du digital à l'URSSAF Caisse Nationale, tous les autres product owners ont vraiment à cœur aujourd'hui d'ajouter l'accessibilité dans leurs projets, dans leur user story, dans leurs spécifications, dans la manière finalement aussi d'aborder les sujets et d'aborder finalement toutes les étapes du projet. Donc là, je vous ai parlé vraiment d'un pan mise en conformité par rapport à à l'accessibilité malvoyant et aveugle. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut qu'on s'adresse à toutes les formes de handicap. Et à l'URSSAF Caisse Nationale, on a aussi abordé et adressé l'accessibilité aux sourds et malentendants. Ces sourds et malentendants, aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir accès à l'opérateur URSSAF pour poser des questions, comme voilà, quand on trouve par exemple une erreur sur une de ses déclarations, ça va toujours plus vite par le téléphone. Et aujourd'hui, un interlocuteur sourd et malentendant, il ne peut pas le faire. Donc, on a mis en place sur le site auto-entrepreneur une web app qui permet de mettre en relation un interlocuteur sourd avec un opérateur entendant côté URSSAF via un traducteur en langue des signes ou en transcription écrite automatique. Concrètement, l'interlocuteur, il passe par la web app, il dit sa question au traducteur en langue des signes qui va le dire à l'opérateur entendant, et ensuite l'opérateur entendant va dire sa réponse au traducteur qui va le signer à l'interlocuteur sourd ou malentendant. Pour conclure un peu sur mon expérience à l'URSSAF Caisse Nationale, aujourd'hui, il reste encore pas mal de travail pour vraiment qu'on trouve aussi une vitesse de croisière et qu'on pérennise ces choses-là. On pourra peut-être en parler après, mais aujourd'hui, on est sur un work in progress. On a mis pas mal de choses en place et on essaye vraiment aujourd'hui d'inculquer cette accessibilité à la maille de l'organisation. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vais repasser la main à Claire pour la suite de la chose. Merci Louis, merci beaucoup. Donc, vous l'avez vu à travers l'expérience de Louis, on a pu avoir des outils, des infos, la notion de contexte, d'audit, le début du projet. C'est pour ça qu'on a appelé ce meet-up « Construire un produit, comment être acteur du changement ». C'est vraiment ce que Louis a fait au sein des URSSAF. On était dans un environnement plutôt web, tu nous as parlé un peu de mobile. Par l'intermédiaire de Céline, et c'est pour ça que ce complément de speaker nous intéressait beaucoup. Donc Céline, je t'invite sur scène. Céline est product designer chez Deezer, donc on se connaît bien toutes les deux parce qu'on travaille ensemble au quotidien. Donc ta mission, évidemment, c'est de designer l'expérience d'écoute de l'application Audiobooks by Deezer, qui est une application autonome à Deezer et qui est ouverte dans d'autres pays de la France. Ta croix, c'est de maintenir à jour les écrans qui sont disponibles sur les stores pour présenter le produit. Tu nous expliqueras pourquoi. Il doit y avoir une subtilité de designer là-dedans. Ton challenge, maintenir la cohérence avec le produit Deezer et le produit Audiobooks. Tout ça avec un contexte d'usage qui est différent. On n'écoute pas un livre audio comme on écoute de la musique. Ton environnement de travail, il est très proche de celui de Louis. C'est 9 collaborateurs, dont 5 développeurs, 2 personnes au produit et au design. Céline, j'attire ton attention juste avant ton intervention. Dans les sondages, il y a une dominance de product designer dans la salle. Je soupçonne que tu aies fait beaucoup de lobbying pour en arriver là. En tout cas, l'auditoire est à ton écoute et je te donne la parole et à tout à l'heure. Merci Claire et puis bonjour tout le monde. Donc moi je vais vous parler d'accessibilité et de livres audio puisque chez Deezer on a créé une application il y a 1 an et demi à peu près qui est en ligne depuis l'été dernier qui s'appelle Audiobook by Deezer. Et donc du coup évidemment je vais vous parler de livres audio mais je vais aussi commencer par vous parler des autres moyens d'accès à la littérature pour les publics malvoyants et aveugles et je vais essentiellement me concentrer sur ces publics-là pendant ma présentation contrairement à Louis qui nous a élargi un peu plus le sujet. Alors, du coup, on a en premier les livres en braille.
qui sont un moyen pour les aveugles de lire, qui sont, vous le voyez sur la photo, assez peu pratiques en situation de mobilité. Vous imaginez quelqu'un dans l'avion à côté de vous en train de lire un livre comme ça, c'est un peu encombrant et en plus de ça, c'est lourd. C'est très long à lire, environ 2 semaines d'après les utilisateurs qu'on avait interviewés, et puis c'est assez rare, il y en a seulement 8% qui sont publiés en braille. On a aussi les livres en gros caractères, qui sont l'alternative pour les malvoyants, donc ils sont plus volumineux aussi, puisqu'on fait imprimer le même nombre de caractères, mais en plus gros sur un livre, donc du coup il a plus de pages, il est plus lourd. La diversité est assez faible aussi, on n'a que les best-sellers, mais c'est quand même mieux que le braille. Il faut savoir aussi que le braille, les livres en braille et les livres en gros caractères sont des alternatives qui ne vont pas disparaître, puisque ce sont aujourd'hui les seuls moyens pour les aveugles et les malvoyants de connaître l'orthographe, puisque quand on écoute un livre audio, on n'a évidemment pas l'orthographe des mots avec. Voilà. Et puis la dernière alternative, qui sont les livres audio, donc qui anciennement étaient sous forme de cassette, puis de vinyle, puis de CD, et puis aujourd'hui qui sont sous forme numérique, qui sont dispo rapidement, moins d'1 mois après la sortie papier, qui ont un coût à l'unité qui sont à peu près équivalents à un livre qui vient de sortir et qui sont rapides à lire. On est sur 30 à 40 pages par heure. Donc, il faut imaginer que pour un livre court, on est autour de 6 heures d'écoute et pour un livre long, on est ça peut aller jusqu'à 25 heures. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée autour de tout ça. Et donc, l'application Audiobook by Deezer, qui est la slide d'après, s'il te plaît, Chloé, et qui a été mise en ligne uniquement en Allemagne pour l'instant et qui présente la particularité de donner accès à des livres audio en streaming et sous la forme d'un abonnement illimité. Donc, on n'est pas limité à un seul livre audio par mois. Du coup, pourquoi je vous parle d'Audiobook by Deezer? Alors, quand je suis arrivée chez Deezer, il faut savoir que la première mission qu'on m'a confiée, c'était pas de travailler sur Audiobook by Deezer tout de suite, c'était d'auditer le produit Deezer pour voir justement en termes d'accessibilité comment on se situait. Et bon, le résultat n'était pas forcément super positif. Et je me suis dit, ça présente une telle complexité de reprendre un produit qui n'a pas été conçu accessible depuis le début, que puisque nous, on commence un nouveau produit from scratch, c'est trop dommage de ne pas intégrer l'accessibilité dès le fondement de la conception et qui plus est sur un produit comme Audiobook by Deezer qui peut s'adresser en tout cas à des publics malvoyants et aveugles. Et donc, du coup, dès le tout début, on a pensé à des tests utilisateurs et c'est pour ça que je vais vous parler de la manière dont on a organisé ces tests utilisateurs sur ce type de public. Alors, encore une fois, je ne suis pas une experte de l'accessibilité, ce sont des choses qu'on a apprises sur le tas avec toute l'équipe et qui me semblait important de pouvoir partager parce que moi, au cours de mes études ou de mes précédentes expériences, j'avais vraiment pas eu du tout l'occasion de voir tout ça. Donc, du coup, comment on organise un test utilisateur? Déjà, il faut recruter. C'est rare d'avoir ce type de personnes, de public dans notre entourage. Donc, nous, on s'est appuyé sur l'espace d'Hydro, qui est l'espace spécialisé dans l'accessibilité de la bibliothèque municipale de Bordeaux, avec une équipe encadrante qui nous a accueillis vraiment les bras ouverts, qui nous a proposé aussi une salle dans leurs locaux, ce qui était super parce qu'il faut se dire que pour un aveugle ou un malvoyant, reprendre tout un itinéraire pour venir dans un endroit qu'ils ne connaissent pas, c'est super long, très compliqué, etc. Donc là, c'est un lieu dans lequel ils ont l'habitude en fait d'aller, donc c'est top de pouvoir capitaliser là-dessus. Et puis, l'équipe encadrante de l'espace d'Hydro nous a aussi en fait sélectionné des utilisateurs qui étaient des usagers réguliers et qui étaient volontaires pour tester notre application. Donc ça, c'est la première chose, donc capitaliser sur le tissu associatif. La deuxième chose, c'est qu'il faut adapter le protocole. Tout est beaucoup plus long. Imaginez quand vous êtes aveugle ou malvoyant, devoir remplir un formulaire et saisir votre adresse mail ou un mot de passe, tout est extrêmement plus long. Donc, ça veut dire moins de questions et plus de temps par utilisateur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on avait paramétré 4 devices en tout de test. Donc, 2 devices iOS, un pour les aveugles en privilégiant les téléphones iOS qui avaient des boutons centraux, ce qui n'est plus le cas des dernières versions. Et puis, un iOS pour les malvoyants avec le paramétrage de gros texte déjà mis par défaut. Et de la même manière pour Android, un pour les aveugles, un pour les malvoyants. Et enfin, on a créé des comptes de test au prénom des utilisateurs puisque notre produit, on ne pouvait l'utiliser que si on avait un compte Deezer. Donc, on leur a créé des adresses mail de type prénom@deezer.com avec un mot de passe super simple pour pouvoir vraiment fluidifier toute l'expérience. Donc, voilà pour cette partie protocole. Et évidemment, au niveau du prototype,
on était obligé de faire du vrai code. Pourquoi? Parce que les logiciels de prototypage type Flinto, ProtoPie, Framer, etc. ne permettaient pas d'être réactifs au grossissement de texte ou alors lisibles par des assistants vocaux, ou si c'était le cas, il y avait trop de risques de bugs, donc on était vraiment obligé de développer, de présenter un POC en tout cas avec du vrai code. Voilà, ça c'est ce qu'il fallait retenir pour le prototype. Maintenant, qu'est-ce qu'on a appris au milieu de tout ça? La première chose qu'on a apprise, c'est qu'on ne testait pas du tout les paramètres d'accessibilité natifs de nos téléphones comme il fallait. Du coup, je voulais savoir si parmi tous ceux qui nous écoutent ce soir, il y en a qui, ont déjà activé les grossissements de texte sur leur téléphone, et 2, si vous avez déjà utilisé l'assistant vocal, vous voyez les deux icônes sur l'écran, donc le VoiceOver pour iOS qui est à droite et le TalkBack pour Android qui est à gauche. Voilà. Donc, il y a un petit sondage qui a été publié dans l'onglet sondage que vous voyez à droite de votre écran. Et ça m'intéresse bien d'avoir vos réponses. Et je vais vous proposer juste après un petit tutoriel pour vous montrer rapidement comment on fait pour activer ces deux fonctionnalités selon le téléphone que vous avez. Alors, je vais attendre 2 minutes pour voir un petit peu vos réponses. Alors, pour l'assistant vocal, la majorité des réponses a l'air d'être largement dans le non. On tourne autour des 30% pour le oui. Pour le grossissement de texte, on voit que la différence est un peu moins grosse. On serait plus sur presque du 50-50. Alors, du coup, pour tous ceux qui sont dans le cas où ils n'ont jamais activé ces paramètres. Donc, on va commencer par iOS. Alors, sur l'écran, j'espère que vous le voyez en assez grand. Il y a un menu, en fait, dans les paramètres qui s'appelle accessibilité, avec un petit bonhomme qui ressemble au bonhomme de DaVinci. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez 2 options qui sont intéressantes pour vous. La première, c'est le VoiceOver que vous voyez. Donc, vous pouvez activer le VoiceOver et vous verrez que vous avez une petite jauge aussi, avec à gauche une tortue, à droite un lièvre, et qui permet d'augmenter le débit vocal du VoiceOver. Il faut savoir aussi que les aveugles, ils utilisent souvent le truc au max, parce qu'il y a du débit et ils ont besoin d'aller vite. Et puis, en dessous, vous voyez qu'il y a une deuxième option qui concerne les grossissements de texte. Donc là, vous voyez qu'il était activé en non. Quand on va dessus, donc l'écran que vous voyez tout à droite, il y a déjà la jauge que vous pouvez utiliser tout à fait en bas, qui propose 7 tailles. Mais si vous activez le petit toggle que vous voyez en haut à droite, vous allez débloquer 5 tailles supplémentaires. Voilà. Et donc, sont considérés par Apple comme étant malvoyants les personnes qui utilisent les tailles qui sont à partir de la 5e taille. Voilà, ça vous donne une petite idée. Et on va faire la même chose pour Android. Donc, de la même manière, vous avez un menu accessibilité dans vos settings, en violet la plupart du temps, mais sur Android, on a une plus grande variété d'interfaces, donc il va falloir certainement adapter un petit peu selon vos surcouches constructeurs. Donc, vous allez avoir un menu TalkBack qui s'appelle toujours TalkBack de toute manière, où vous aurez juste à activer un toggle, donc c'est ce que vous voyez en haut à droite. Et puis, vous allez avoir 2 paramètres différents pour les grossissements de texte, qui sont taille de la police et taille d'affichage. Et donc, le jeu consiste évidemment à pousser les 2 au maximum. Voilà, et vous verrez qu'il y a assez peu d'applications en fait qui sont réellement compatibles avec ce type de paramètres. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris d'autre? C'est que plus c'est gros, mieux c'est. Donc là, je vous ai mis 2 copies d'écran de ce à quoi ressemble l'application Audiobook by Deezer. À gauche, vous voyez la version normale et à droite, vous voyez la version grossie. Voilà, c'est pour vous montrer l'effort que ça demande, en tout cas au niveau des développeurs, que toutes les cartes, tous les composants soient réactifs. On évite au maximum de cropper du texte. Voilà, il ne faut pas que ça, évidemment, que ça pète la mise en page. Donc tout ça, c'est quelque chose à regarder au moment du recettage avant que ça parte en prod. Et donc, pour la petite histoire, nous, quand on avait fait les tests utilisateurs, on n'avait pas poussé les tailles au maximum. On s'était rendu compatible avec à peu près le médium de ce qui était disponible en paramètres. Et évidemment, la première chose qu'a fait la première utilisatrice malvoyante qu'on a eue, c'est pousser les paramètres jusqu'au bout et ça avait pété tout notre prototype. Donc, on était un petit peu mal. Et on s'est dit, bon, la prochaine fois, on se rend compatible vraiment avec le maximum. Ça, c'est la première chose qu'on a appris. La deuxième chose, c'est qu'un icône sans audio-description, forcément, c'est un icône inutile. Et s'il y a une fonctionnalité derrière, comme c'est le cas, par exemple, pour les settings, ça peut être compliqué. Je vous ai mis un exemple d'une application qui est vente privée, qui a des audio-descriptions qui n'est pas compatible avec le VoiceOver, tout simplement. Donc, on va pouvoir lire la vidéo pour s'en rendre compte par nous-mêmes.
Alors, on n'entend pas le son. Mince, en plus, on a fait le test tout à l'heure et on entendait bien le son. Mais là, on n'entend plus rien du tout. Zut. Je vais arriver en même temps, comme ça. Je vais voir si ça venait de ça. Je remets play. VoiceOver Action Select VP. Aujourd'hui, à 7h et 19h, vos nouvelles marques. Bouton. Ajouter. Bouton. Ajouter. Bouton. Ajouter. Ajouter. Donc là, vous pouvez voir que en fait, Ajouter. Donc ça va s'arrêter tout seul, mais on a vu le principal. Raccourci. Toutes les marques qui sont disponibles dans vente privée, en fait, sont vues comme un bouton, une image qui n'est pas labellisée et qui, du coup, est complètement inutilisable par le public d'aveugles. Maintenant, je vais vous montrer un exemple avec l'application Audiobook by Deezer et le travail qu'on a fait autour des audiodescriptions pour vous montrer comment ça peut être optimisé, du coup. Donc, vérifier avec vous tous sur le chat, c'est bon, vous avez bien entendu la vidéo et l'audio? N'hésitez pas. Ok, génial. Merci. Hop, on met l'outre. Audiobook. Bêta. Nom de l'offre à laquelle vous êtes abonné. DZ Premium. Bouton. Symbole des paramètres. Appuyez ici pour accéder aux conditions d'utilisation ou pour vous déconnecter. Bouton. En cours. En tête. Titre du livre audio. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Votre progression dans l'écoute de ce livre audio. 0%. Temps restant. 7h01 minutes. Appuyez ici pour afficher le lecteur en plein écran et commencer à écouter ce livre audio. Bouton. Symbole de la croix. Appuyez ici pour supprimer ce livre audio de votre section en cours. Bouton. Audio. Voilà, donc là, c'était la fin de la vidéo. Vous remarquerez aussi que j'étais sur iOS et je me suis créé un petit widget pour désactiver facilement les paramètres, parce que sinon, c'est assez vite l'enfer de retourner dans les différentes sous-couches des paramètres pour faire tout ça. Bref, ça vous montre un petit peu comment remettre en contexte les éléments en imaginant qu'on ferme les yeux et qu'on sait, en fait, on ne sait pas à quoi correspond un icône, on ne le voit pas, et donc du coup, il faut remettre un petit peu de contexte en expliquant ce qu'il y a derrière. Voilà pour ce qu'on a. La première chose qu'on a appris sur l'audiodescription. On a aussi appris une autre chose, et je vous ai mis une troisième vidéo. C'est que trop d'audiodescription, en fait, ça tue l'audiodescription. On a voulu trop bien faire parfois, et donc du coup là, je vous ai mis un exemple sur les boutons du player qui sont un petit peu too much, quoi. Donc là, je suis sur Talkback, hein, c'était pour la variété. Chargement en cours. Bouton de retour en arrière. Appuyez ici pour revenir 30 secondes en arrière. Bouton. Bouton chapitre précédent. Appuyez ici pour revenir au chapitre précédent. Bouton. Désactiver. Bouton de lecture. Appuyez ici pour reprendre l'écoute. Bouton. Voilà. Ça vous donne une petite idée de pourquoi on a été parfois trop scolaire, on a voulu trop bien faire et c'était lourdingue à la fin. Donc voilà, en fait, ne mettez des audiodescriptions que si ça apporte quelque chose en plus. Parfois, juste les termes ou le texte suffit en fait. Voilà, ça c'était un gros enseignement. Et alors enfin, les coûts et les bénéfices qu'on en a tirés. Alors, il faut savoir qu'au niveau d'un développement, pour un développeur, ça coûte un petit peu de temps de faire tout ça. Donc, on est aux alentours de 20%. Alors, c'est plus ou moins parce que sur Android, on est plutôt autour de 15% et sur iOS, plutôt entre 20 et 25%. Pourquoi? Parce que VoiceOver est un peu plus pénible à prendre en compte. On relativise cependant parce qu'une feature qui prend 2 jours à développer, si on prend des journées de 8 heures, ça représente environ 3 heures. C'est pas non plus la mer à boire. Pour un QA aussi, un QA analyste, quelqu'un qui s'occupe de l'assurance qualité, il va falloir un petit peu plus de temps aussi, donc estimer à peu près 10% de temps supplémentaire pour tester bien tous les paramètres. Mais d'un autre côté, les bénéfices. On est conforme avec la loi dont nous parlait Louis tout à l'heure, puisque sur les sociétés qui gagnent au-dessus d'un certain nombre de chiffres d'affaires, l'amende, elle est de 25 000 € par an. Donc, au moins, celle-là, on la risque pas. Et la dernière chose, c'est qu'on ouvre quand même notre application à une niche d'utilisateurs à forte rétention parce qu'ils ont tellement peu, en fait, de choix d'applications sur le marché que quand ils en trouvent une dont ils sont satisfaits, ils ont assez peu de propension à la quitter. Donc, ça, c'est ce qu'on retient là-dessus.
Et du coup, on est prêt pour prendre vos questions-réponses. Alors, merci beaucoup Céline, c'était assez riche. Dites-nous ce que vous avez pensé de ces deux interventions. Vous avez eu deux points de vue avec beaucoup de niveaux de détail. Je vous rappelle que ces meet-up, notre objectif, c'est de vous partager des expériences, de trouver les bons speakers, c'est-à-dire des personnes qui ont de l'expérience à partager, qui ont des choses, qui sont en mesure de vous la présenter, qui sont en mesure de vous l'expliquer, et surtout de vous donner des choses activables. Nous, on pense toujours meet-up égale qu'est-ce qu'on est capable de rendre activable, applicable par les gens qui nous écoutent. Donc là, vraiment, merci à tous les deux, Louis et Céline, parce que vous avez rendu ça très concret. Et je pense que pour des gens qui ne savent pas du tout ce qu'est l'accessibilité, bah, on voit clairement clair dans ce que vous nous présentez. Donc, merci. On va passer à la partie questions. Donc, en attendant, juste pour être sûr que tout le monde ait bien été posé les questions, qui voulait, a bien voté, donc je vous invite à aller dans la petite, sur votre onglet chat à droite, le petit tab questions. N'hésitez pas à mettre des votes sur les questions qui vous intéressent ou à en créer d'autres. Juste avant ça, parce qu'on en avait, dont on est à peu près sûr que, dont l'intérêt vous sera utile, c'est sûr. On en a préparé quelques-unes, donc je vous laisse voter, créer vos questions. En attendant, je vais commencer par celle-ci. Je réinvite Louis sur scène. S'il te plaît, Louis, rejoins-nous. Merci. Alors, Louis, Céline, clairement, c'est des gros sujets que de mettre l'accessibilité dans son produit. Ça a été, forcément, ça a créé des impacts sur votre organisation interne. Organisation, j'entends au sens de l'équipe ou au sens peut-être d'autres pôles métiers dans votre entreprise. Alors, racontez-nous un peu les impacts marquants. À quoi vous attendiez le moins et comment vous avez un petit peu pris ce sujet après l'avoir introduit dans vos entreprises? Alors, je ne sais pas si je commence ou si Louis commence. Allez, vas-y Louis. Moi, j'ai beaucoup parlé. Ça marche. Très bien. Alors, les impacts sur l'organisation interne, enfin, à l'URSSAF, ça a été assez grand parce que finalement, d'un sujet qui part de l'accessibilité numérique et donc de la mise en conformité de certains sites, aujourd'hui, ça s'est vraiment transposé à l'échelle de l'organisation. C'est-à-dire que tous les pôles aujourd'hui ont à cœur de mettre de l'accessibilité et d'être dans cette dynamique d'accessibilité. On a notamment le pôle achat qui, lorsqu'il fait des appels d'offres, doit maintenant demander un certain niveau d'accessibilité. Idem pour le pôle RH. On demande par exemple à des développeurs d'avoir un certain niveau sur l'accessibilité. Donc en fait, finalement, aujourd'hui, l'impact sur l'organisation interne, c'est un peu tentaculaire. L'accessibilité, elle est un peu partout, et c'est plutôt bien parce qu'on a beaucoup de soutien et on se sent un peu accompagné là-dessus. Et ce à quoi je m'attendais le moins, finalement, alors c'est très basique, hein, mais c'est finalement l'utilisation d'un lecteur d'écran que j'avais jamais utilisé avant ça et qui aujourd'hui fait partie de mon quotidien lors des tests. Qui est une utilisation tout autre et une consommation tout autre d'un produit web. Donc voilà, c'est un peu à ça dont je m'attendais le moins. Et alors moi de mon côté, d'un point de vue super pratique, qu'est-ce que ça a changé dans l'organisation interne? Alors déjà, on utilise Jira et on a un nouveau champ dans Jira qui s'appelle Accessibility Requirements. Qui est garni en fait à chaque feature, à chaque story, et qui fait partie des choses obligatoires dans notre definition of ready. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est qu'on a une équipe qui est dédiée à la copie, donc à tout ce qui est écriture en fait de ce qu'on va retrouver dans le produit. Et cette équipe, elle a appris à rédiger des audiodescriptions, ce qui était pas le cas avant. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a des designs maintenant qui sont dédiés pour le grossissement de texte. Quand on crée des designs pour une fonctionnalité, on crée forcément un second design qui montre à quoi ressemble, quand il y a des gros impacts, la même chose mais avec des textes très gros. Et puis le QA concrètement a appris aussi à tester toutes les fonctionnalités en mode voice-over, talkback, gros caractères, etc. Donc il y a eu des changements de toutes parts. Très bien. Alors justement, tu y as fait un peu la référence et ça me fait penser à cette question de Tom sur lequel on avait pas mal de votes. Est-ce que justement l'écriture inclusive est compatible avec cette audio description qu'on va intégrer dans le produit? Est-ce que c'est en lien? Parce qu'on s'est posé des questions quand on a créé ce meetup, à savoir est-ce qu'on appelle gérer un produit inclusif, l'inclusion d'un produit? On n'était pas très sûr de ce qu'on voulait mettre.
finalement, on est revenu sur l'accessibilité. On va parler du fait que, est-ce que c'est que le handicap ou autre chose juste après. Mais du coup, est-ce que l'écriture inclusive, c'est-à-dire le fait de féminiser, etc., toutes les audiodescriptions, est-ce que ça se fait? Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que vous êtes posé la question? Alors moi, je suis une grande partisane de l'écriture inclusive, peut-être aussi parce que je suis une femme. C'est une question qui s'est pas trop posée chez nous. Alors d'une part parce que on vous voit l'utilisateur sur la plateforme et donc du coup on met jamais, enfin on dit jamais il, elle, she, her ou pareil en anglais. Donc du coup la question se pose assez rarement, d'autant plus que c'est traduit en allemand et que du coup c'est assez compliqué pour nous de tout relire quand c'est traduit dans les autres langues. Mais le sujet est un peu moins présent sur les audiodescriptions, effectivement. Ouais, nous de notre côté, côté URSSAF, la question s'est pas vraiment posée parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une mise en conformité des contenus déjà existants et malheureusement côté URSSAF les contenus existants ne sont pas faits avec de l'écriture inclusive. Donc en effet, répondre à la question est-ce que c'est compatible, je dirais il faudrait tester. Mais voilà, je ne sais pas. Très bien. En effet, je ne l'ai jamais vu rencontrer. Si vous connaissez des produits dont l'accessibilité est en écriture inclusive, l'audiodescription, pardon, est en inclusive, et ben, dites-le nous, faites-le nous savoir et ce sera assez marrant d'aller le tester. Merci à tous les deux. Alors, on avait préparé une question qui va faire sens et faire le lien avec une autre question de Marina. Concrètement, dans le run du produit, au quotidien, qui a un peu répondu tout à l'heure Céline, c'est quoi l'impact? C'est-à-dire qu'une fois qu'on veut, comment on rend l'accessibilité indispensable dans la construction du produit et comment on gère au quotidien? Parce que le faire au début, c'est un fait. Après, le runner sur toutes ces features, c'en est un autre. C'est un autre effort. Donc, comment ça se passe dans vos équipes respectives pour rendre ça une problématique de tous les jours? Alors, je ne sais pas si Louis veut commencer. Oui, j'ai un peu complété. En effet, nous, de notre côté, pour rendre ça un peu plus concret, comme tu le disais un peu, Céline, nous, de notre côté, idem, dans la definition of ready, il a été ajouté sur certains projets pour pérenniser, en fait, ces actions d'accessibilité. Il a été ajouté des notions d'accessibilité, de RGA, de critères. Enfin voilà, je le disais tout à l'heure, on a un expert accessibilité à l'URSSAF qui permet vraiment, lorsqu'on fait une refonte, lorsqu'on a des maquettes qui changent vraiment, dont on a un vrai changement structurel, de valider la conformité de ces maquettes. Donc finalement, au quotidien, ça change un peu le processus de validation des maquettes, ça change un peu le processus qu'on pourrait avoir là-dessus. En fait, on a cet expert accessibilité qui est dans toutes les design reviews et dans presque tout ce qui est accessibilité, tout le projet accessibilité, dans toutes les j'ai pas trouvé mon mot, mais c'est pas grave. En gros, dans tous les points qu'on a avec les développeurs, les designers, on peut. Il est dans le process sur toute la ligne. Donc exactement. Très bien. Et toi, de notre côté, en fait, ce qu'on fait, c'est surtout des passes de non-régression, c'est-à-dire que pour une raison X ou Y, il peut y avoir des bugs, des choses qui sautent, des audio-descriptions qui s'en vont quand on retouche une fonctionnalité. Donc, à chaque fois qu'on développe quelque chose, et régulièrement en production, on fait des passes de non-régression pour voir s'il n'y a pas une audio-description qui manque ou quelque chose qui marche plus, la navigation au swipe qui foire. Voilà, on regarde tout ça. Qu'est-ce qui vous semble le plus difficile dans ce quotidien de run au final? Dans votre vie à vous, alors c'est-à-dire dans vos rôles respectifs de PM et de designer, qu'est-ce qui est le plus difficile dans le quotidien par rapport à ça? Je dirais la surcharge cognitive, d'essayer de compléter une action quand on a le voice-over ou le talkback qui est activé. Moi, ça me frise le cerveau complètement. Ouais, je pourrais à peu près dire la même chose quand on doit tester des sites avec le voice-over pour faire de la recette et qu'on comprend pas d'où ça vient et qu'on le teste une quinzaine de fois d'affilée pour essayer de voir d'où ça vient. Et puis voilà aussi peut-être l'évangélisation auprès des développeurs pour qu'ils soient opérationnels. Aujourd'hui, voilà, il y a quand même un problème en tout cas des ressources qui viennent à manquer assez rapidement quand on essaye de multiplier les projets sur l'accessibilité en même temps. Finalement, en fait, ça vient toujours demander aux mêmes personnes, etc., etc. Donc, en fait, c'est comment évangéliser là-dessus aux autres développeurs. Et en parlant d'évangélisation, je prends une question de Marina.
comment, par exemple, vous pourriez conseiller à quelqu'un qui veut justement devenir acteur du changement et rendre son produit accessible? Est-ce que vous pourriez donner des tips sur comment rendre ça indispensable, notamment dans la tête des founders? On sait tous, même si dans le produit, on fait notre maximum pour prendre cette autonomie de choix, comment vous aideriez ou vous conseillerez quelqu'un qui veut le mener, mais peut-être avant tout a envie de le vendre à ses CEO, à ses fondateurs, de manière à justement le permettre, voilà, le prioriser et prioriser cette bande passante que ça représente? J'aurais tendance à dire qu'il y a un argument logique qui serait la mise en conformité avec la loi, mais qui malheureusement a assez peu d'écho auprès des dirigeants, parce que c'est quelque chose où il y a une tolérance aujourd'hui et en fait personne ne se prend d'amende, donc voilà. Donc en fait je dirais quelque chose d'assez flagrant, c'est de montrer une vidéo du produit avec par exemple le voice-over activé et de montrer qu'en fait il n'y a rien qui est lisible. Et donc, leur dire, ben voilà, aujourd'hui, les aveugles ou les malvoyants, ça représente, ou les autres handicaps d'ailleurs, hein, ça représente X% de la population dans tel pays. Chez nos utilisateurs, on pourrait avoir une projection de temps. C'est autant de personnes dont on se coupe. Voilà, ça pourrait être aussi tout simplement ça. Et je dirais à Marina, d'une manière globale, essayer de recouper un peu des chiffres. Louis en a donné en début de séance, mais on sait à peu près… là, je parle uniquement de malvoyance et d'aveugles, mais c'est à peu près 300 millions de gens dans le monde. 50 millions d'aveugles, 250 millions de malvoyants. Dès lors que tu as un produit qui s'adresse à une cible très grande, tu peux aussi aller recouper les chiffres pour donner du poids, je dirais, du poids business potentiel. Il y a un élément dont tu as parlé juste avant que je te pose la question aussi, Louis. Céline, tu as parlé de la rétention assez évidente de ces gens. Alors, tu parlais de malvoyants et d'aveugles. Est-ce que c'est pas un petit peu aussi un axe business de faire écho avec cette rétention potentielle qui est plus simple sur ce public-là aussi? Alors probablement. Après, c'est bien d'avoir des chiffres pour appuyer ça et de savoir exactement combien de ces populations-là utilisent notre produit, et on y viendra certainement un peu plus tard dans les questions. Mais oui, c'est certainement un argument. Et je voulais aussi rebondir sur la notion d'évangélisation. Effectivement, chez les dirigeants, c'est important, mais il y a aussi l'évangélisation dans les équipes, parce qu'en fait, imposer ça à une équipe de développeurs, ça marchera moins bien que d'impliquer une équipe de développeurs qui comprend extrêmement bien la nécessité de tout ça. Et donc, pour nous, en fait, quand on a fait les tests utilisateurs, toute l'équipe s'est rendue auprès des utilisateurs et a assisté, en fait, à tour de rôle à différents tests utilisateurs et se sont rendus compte avec une clarté de ce qui était nécessaire de faire. Et ça a été la meilleure garantie d'embarquer toute notre équipe sur le sujet. Et Louis, merci Céline, est-ce que Louis, tu aurais un petit conseil à donner pour rendre ça important auprès des fondateurs? Sachant que toi, tu es arrivé par le biais d'une entreprise de conseil externe. Alors, en effet, pour peut-être des systèmes un peu publics ou différents, mais concrètement, comment ça avait été vendu au-delà de du côté réglementaire? Qu'est-ce que tu conseillerais, toi? En fait, du côté de l'URSSAF, le PDG a été au-delà de la loi, était déjà très impliqué dans la mise en accessibilité des sites. Donc, en fait, finalement… essayer de le rendre indispensable auprès de lui, c'était déjà le cas, quoi. C'était plutôt lui qui a descendu le besoin. Finalement, ce qui s'est passé, ça a été plutôt comment faire en sorte que tout le monde embarque dans l'entreprise. Et ça passe par parfois même des petites choses, notamment, voilà, on a fait des réunions Teams avec voilà des conférences, des open projets, des choses comme ça, où on mettait les sous-titres activés. On activait les sous-titres dans Teams, qui est une fonctionnalité qu'on peut faire. Et en fait, ça permet aux personnes, à tout le monde de la réunion, de se dire « Ah oui, peut-être que quelqu'un ici est malentendant, par exemple. » Et donc, en fait, ça permet vraiment de se rendre compte et que tout le monde se dise « Ah oui, en fait, ça peut être mon voisin de bureau qui a un handicap, qui peut pas mettre son son, etc., etc. » Et donc, ça a montré un peu l'importance de la chose voilà, le caractère un peu indispensable de la chose. Très bien. Bon, Marina, j'espère qu'on t'a donné des éléments de réponse. Alors, je vais revenir sur une question de Fabrice, qui a été un petit peu dans les top votes. Alors, c'est vrai que dès le début, on a introduit la notion d'accessibilité en parlant des différents handicaps temporaires, situationnels, permanents. Est-ce que vous pensez qu'on n'exclut pas un petit peu là-dedans tous les gens qui peuvent être illettrés, qui n'ont pas de réseau, qui ont des vieux devices? Est-ce que l'accessibilité, c'est ça aussi?
Est-ce que vous le mettez dedans et si oui ou sinon, pourquoi? Qu'est-ce qu'on vous dit? De mon côté, je pense que c'est plutôt quand on parle d'électronisme, de personnes qui ont peu de réseau ou des vieux devices, on est déjà aussi dans une sorte d'inclusivité qui est un peu plus large que l'accessibilité. À mon sens, hein, l'accessibilité, c'est vraiment la définition vient vraiment adresser les personnes atteintes de déficience et de handicap. Du coup, pour moi, on parle plutôt d'inclusivité. Et finalement, oui, quand on parle d'accessibilité, malheureusement, on exclut du débat, pour moi, ces personnes-là. Et pourtant, elles doivent faire partie d'un débat qui est plus large que l'accessibilité. Donc, l'accessibilité vient adresser une partie de toutes ces personnes-là à qui il faudrait adresser les choses. Et du coup, pardon. Je refais sens justement, Céline, juste avant de récolter ton point de vue là-dessus. On s'est posé vraiment la question sur ce meet-up si on devait parler de produits inclusifs, de produits accessibles. Vu le contenu dont voulaient nous faire part Céline et Louis, on a parlé d'accessibilité, c'est vrai. Peut-être à tort, on l'associe au handicap. C'est un point de vue, je ne sais pas s'il y a une réponse évidente et correcte en fait sur la question. Donc du coup, Céline, qu'en penses-tu toi au niveau de tous ces gens qu'on n'inclut pas en fait indirectement dans l'accessibilité dont on parle aujourd'hui? Et ben du coup, il y a un des exemples dans la question qui est les gens qui ont peu de réseau, ou ça peut être aussi les gens qui ont un tout petit forfait de mobile ou ce genre de choses. Et en fait, c'est une problématique à laquelle on s'est confronté très vite sur l'application Audiobook by Deezer, parce qu'en fait, on s'est donc lancé en Allemagne, qui est un pays où le réseau mobile est très différent de celui de la France. Il coûte beaucoup plus cher aux individus là-bas, et donc il y a beaucoup moins de données, etc. Il y a beaucoup de fonctionnalités qu'on a dû penser en priorité pour ces gens-là, comme la fonction de téléchargement pour utiliser le mode en offline, qui n'est pas quelque chose du tout qu'on avait priorisé au tout départ. Et en fait, on a été faire des focus group là-bas et on s'est rendu compte des besoins dans le pays dans lequel on allait s'implanter. Et ça, c'est un enseignement, je dirais, vraiment, à chaque fois qu'on s'implante dans un nouveau pays, ça ne vaut pas le coup de faire l'économie d'une recherche utilisateur locale, parce que ça sera toujours très riche d'enseignement. Et donc, pour les vieux mobiles, sachez aussi que le talkback et le voice-over, ce sont des choses qui sont anciennes et qui sont même sur les très vieux devices, donc pas de souci là-dessus. Le grossissement de texte, etc., en tout cas pour la partie malvoyant, aveugle, ce sont des choses qui sont équipées même sur les vieux téléphones. Très bien, merci à vous. D'ailleurs, puisqu'on continue sur le débat qui avons-nous dans cette cible d'accessibilité et pour qui on le fait, est-ce qu'il existe, il y a beaucoup, donc Amel nous parle d'handicap sensoriel, moteur, mentaux. Quelles sont les adaptations possibles, si vous avez été confronté au sujet, dans des produits digitaux pour ce genre d'handicap? Là, on parle d'handicap crânien. Est-ce que vous avez été confronté à ça? Est-ce que vous avez des éléments à donner à nos participants? Du côté du RGA, il y a quelques critères qui adressent les handicaps mentaux, notamment au niveau de la compréhension par exemple la compréhension des liens. Je vais prendre un cas très concret, mais il faut par exemple qu'un lien soit identifiable comme étant un lien avec des contrastes particuliers, que par exemple il soit souligné en bleu. Des choses qui aujourd'hui ça paraît évident pour nous que un lien qui est d'une couleur différente c'est un lien, mais pour par exemple des personnes avec un retard mental, ça peut être difficile de comprendre et de vraiment apprécier ce genre de choses-là. Donc on a vraiment des critères qui viennent adresser ce sujet-là. Après, pour moi, c'est pas ça ne résout pas le problème qui est un peu plus large que celui-ci. Et voilà, à part le RGA, moi, de mon côté, j'ai pas forcément adressé ces sujets. Et moi, du coup, c'est pas un sujet non plus qu'on a adressé sur Audiobook, même si, par exemple, on sait que des personnes qui sont sourdes d'une seule oreille, par exemple, peuvent avoir un besoin d'entendre non pas en stéréo, mais en mono. Et au-delà de ça, on n'a pas trop adressé les autres types de handicap moteurs ou autres. Mais peut-être que ce sera le cas dans le futur. Et je sais qu'on a encore plein de choses à apprendre sur le sujet de l'accessibilité. Très bien, merci. Alors, il y a un sujet qui intéresse des gens, c'est le tracking. Évidemment, en produit, étant donné qu'on mesure tout, c'est un petit peu l'objectif, c'est de mesurer l'impact qu'on a. Donc, on ait fait des choix au préalable de rendre son produit accessible
Ça peut être, je dirais, des choix de ressenti, de feeling, hein, même s'il y a des choix qui peuvent être poussés par du business, par de la recherche, par de l'évidence, par du côté réglementaire. OK, imaginons, on a fait le choix, on rend son produit accessible. Est-ce que ça se traque? Si oui, comment? Et si vous avez des mesures à nous donner sur vos produits respectifs, il y a des gens qui sont intéressés de le savoir. Alors du coup, je vais ouvrir le bal. Nous, on était trop fiers, on avait rendu notre produit accessible, on avait fait plusieurs salves de tests, on savait que ça fonctionnait bien, et en fait, on s'est dit, mince, mais en fait, on ne peut pas le chiffrer, c'est nul. Et donc, du coup, on s'est dit, OK, comment on peut faire du tracking là-dessus? Et donc, en fait, il existe des moyens, aussi bien sur iOS que sur Android, de traquer ça. À chaque ouverture de session, on regarde en fait s'il y a un des paramètres natifs du téléphone qui a été activé, que ce soit l'assistant vocal ou le grossissement de texte, et ça vient renvoyer quelque chose dans Google Analytics, selon un tracker qu'on avait prédéfini. Et donc, aujourd'hui, ça fait quelques jours seulement que le tracking tourne sur notre produit, et on peut vous dire avec des grosses pincettes qu'on aurait 17% de nos utilisateurs qui seraient malvoyants, c'est-à-dire qui utiliseraient un paramètre de grossissement de texte qui soit supérieur ou égal au stade 5 sur l'échelle que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour le public aveugle, on ne sait pas encore. C'est un peu faible et on a encore beaucoup de non qualifiés dans nos utilisateurs. Donc, on attend un petit peu de voir comment ça évolue. Mais en tout cas, la tendance montre qu'on a eu raison d'investir dessus parce qu'en fait, c'est assez énorme. Et on sait que sur notre produit, on a environ 20% de gens qui sont âgés de plus de 50 ans. Donc, c'est assez cohérent. Et toi, Louis, est-ce que tu as des mesures qui ont pu être faites? C'est du web, c'est autre chose. Est-ce que vous le mesurez? Alors non, on ne le mesure pas et c'est quelque chose qui n'a pas vraiment été envisagé parce que je pense que le fait que on soit dans une dynamique de conformité par rapport à une loi en fait finalement et puis que aussi on n'est pas dans un objectif business parce que quoi qu'il arrive l'URSSAF doit l'être donc voilà il faut que ce soit accessible. On n'a pas vraiment traqué cette chose-là et on ne s'est pas vraiment penché sur le sujet tracking pour être honnête. Ok, c'est relativement clair. Quelle est la technique, Céline, est-ce que tu peux détailler, je sais que tu as l'information, pour traquer dans des applications mobiles vraiment la notion de blind, la notion d'aveugle? Quelle est la technique, au vu du sens technique, comment vous opérez la mesure? À quel moment en fait? Donc, à chaque ouverture de session, on regarde si le paramètre VoiceOver en fait est activé. Donc, en gros, la commande, c'est is VoiceOver running, voilà, pour iOS, si vous voulez tout savoir dans les détails. Et du côté Android, on avait fait une première technique qui a visiblement pas super bien marché et qui nous a fait des chiffres un petit peu étranges. Et donc, la fonction à utiliser serait get enable accessibility service list avec la variable feedback audible. Voilà. Si on veut rentrer vraiment dans le technique. Très bien. Bah, merci. Je pense que ça aidera des gens. En tout cas, ce qu'il faut retenir, je dirais de ça, au-delà de la mesure, c'est important, je pense, d'aller chercher la mesure. En tout cas, en tant que product, je ne pourrais jamais vous dire le contraire. C'est toujours possible de trouver un moyen de le faire, même si on doit prendre le chiffre avec des pincettes. Ce qu'il faut retenir, c'est que le grossissement de texte, ça ne concerne pas que les malvoyants, ça concerne les gens qui peuvent avoir des petites déficiences visuelles, des gens qui ont passé un certain âge et qui, de base, augmentent la taille de texte. Donc, n'hésitez pas à aller trouver le moyen et de demander à vos développeurs de vous faire aider sur comment on peut traquer. Mais d'une manière globale, on peut quasiment tout mesurer. C'est ça qu'il faut retenir et c'est ça qui est important. Encore faut-il faire l'effort d'aller le chercher et de le mettre en place et de le prioriser parce que ce développement chez Audiobooks by Deezer a coûté du temps et il fallait être d'accord de prendre du temps à défaut du développement de nouvelles features pour venir traquer quelque chose qui était déjà en place. Ok, autre question. Louis, je reviens un petit peu sur le début. Louis, tu as parlé d'audit au tout début. C'est la première étape que vous avez fait aux URSSAF. Il y a quelqu'un qui nous pose la question, Charlotte, et je comprends son interrogation. Sommes-nous obligés de passer par un audit extérieur, par une société externe, une unité? Alors, je ne crois pas. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je ne crois pas. Je pense que vous pouvez faire ça en interne. Encore faut-il que la personne qui effectue l'audit soit diplômée, enfin en tout cas ait une certification RGA
parce qu'en fait, l'audit est ensuite rendu public. Les résultats de l'audit sont ensuite rendus publics sur la page accessibilité du site. Et donc, la personne qui l'a faite doit être identifiée sur l'onglet accessibilité du site. Donc, bien souvent, on est malheureusement obligé de passer par un externe. En revanche, pour effectuer un audit qui n'a pas pour objectif d'être mis dans un cas de conformité légale, on peut le faire très bien avec la checklist du RGA, tester son site avec voilà les tests que la DINUM, la direction du numérique donne pour voir ça. Et je rajouterais que nous, chez Deezer, enfin en tout cas moi quand je suis arrivée, ce que je vous disais, c'était que la première mission que j'avais eue, c'était de faire un audit de l'app. C'était un audit complètement interne, hein, pas du tout professionnel en plus. Et je me rends compte avec le recul que j'ai regardé peut-être la moitié des choses, donc c'était pas un audit complet en plus de ça. Ça n'empêche pas que vous puissiez demander à des designers, des PM de regarder cette dimension-là. Même si le résultat ne sera pas complet, vous aurez sensibilisé des personnes au passage et c'est toujours ça de prix. Ça n'empêche pas après, évidemment, de faire appel à un professionnel aguerri sur le sujet. Tout à fait. Ne perdez pas l'idée qu'on peut toujours faire beaucoup plus par soi-même. Dès lors qu'on s'y intéresse, forcément, on va découvrir des choses. Et si on peut passer à avoir des budgets pour le faire d'une façon plus officielle, c'est ce qui peut aussi peut-être aider à prendre conscience à des fondateurs. Donc, ne vous sous-estimez pas. Vous pouvez faire beaucoup de choses par vous-même avant de passer à des versions plus professionnelles. Il y a beaucoup de lectures. Du coup, c'était la dernière question auquel on répondra. Je vois que Chloé sur scène, donc je vois que c'est la fin du timing. Exactement. J'étais en timekeeping. Je vous remercie, Céline et Louis, pour votre générosité de transparence sur tout ça. C'est bien de s'occuper des gens qui n'ont pas les mêmes accès, les mêmes facilités que les autres. Je pense que le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est de se confronter au problème. C'est toujours plus pertinent, plus imagé, entre guillemets, quand on l'a devant les yeux. Donc voilà, essayez, amis du digital, de faire grandir ce sujet et de pouvoir inclure tout le monde dans ce qu'on fait. Parce que malheureusement, on est très avancé en digital, mais on est souvent un petit peu à la traîne pour ces gens qui ont un peu plus de difficultés dans le quotidien. Donc, pensez à eux. Pensez au fait au handicap situationnel justement ou temporaire. Vous pourriez être dans le cas un jour. Et voilà, on espère que cette thématique vous aura aidé à prendre conscience, à vous donner des tips opérationnels et à vous aider à devenir acteur du changement pour ces notions-là. Merci beaucoup Claire pour l'animation. J'avais quelques petits mots à dire plus d'ordre vraiment logistique. Merci aussi Céline et Louis pour vos témoignages hyper éclairants. J'étais dans les coulisses, donc un peu dur de tout retenir, mais c'est justement pour ça que je voulais vous dire un petit mot. Ce meet-up sera disponible en replay, audio et vidéo. Et je pensais que ça allait être dès la semaine prochaine, mais l'équipe LPC fait des miracles. Donc, normalement, c'est d'ici la fin de semaine. Vous l'aurez sur le site donc, de laproductconf.com/LPCX ou en replay audio sur encore.fm/LPC. Voilà. Est-ce que je peux clore ce meet-up en vous souhaitant une bonne fin de semaine. À très vite pour une prochaine édition en ligne. Et n'hésitez pas à parler de ce rendez-vous sur les réseaux si vous avez aimé le meet-up, à nous faire des feedbacks aussi personnels. Les questions qui n'ont pas pu être répondues, pour celles qui je n'ai pas demandé des précisions, pourront être traitées donc en offline avec Céline et Louis qui ont bien voulu y répondre en dehors du temps imparti. Donc voilà, merci beaucoup à tous.